Le 24 mars 2024. Hmm. Il suffit vraiment de fermer les yeux pour revoir les images. Les rues de Dakar, la capitale sénégalaise, qui vibrait d'une énergie, une énergie absolument électrique. C'était historique, oui. Une marée humaine qui célébrait cette victoire incroyable et surtout un seul slogan. Un seul slogan qui résonnait partout. Diomaye Moïse Sonko. Diomaye Sonko, exactement. Voilà, à ce moment précis, ce n'était pas juste un argument de campagne, c'était le symbole d'une fraternité politique que beaucoup en fait croyaient indestructible. Une alliance totalement fusionnelle qui venait de déjouer absolument tous les pronostics. Complètement. Mais bon, pour notre audience qui suit de près la politique ouest-africaine, les figures de Bassirou Diomaye Faye, le président, et d'Ousmane Sonko, son puissant Premier ministre, ils n'ont plus vraiment besoin d'être présentés. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Et elle a bien changé. C'est clair, nous sommes au premier trimestre de cette année 2026 et cette lune de miel politique, elle semble s'être complètement fracassée sur le mur des réalités, les réalités de l'exercice du pouvoir. L'édifice présente des fissures majeures, en effet. Et c'est exactement le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il est crucial de faire une petite précision pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. La situation politique au Sénégal, elle est complexe, elle est chargée, et elle passionne très logiquement les foules. Donc dans cette exploration, notre rôle n'est absolument pas de prendre parti. Pas du tout. On va strictement se contenter de relayer objectivement les faits, les citations et les analyses économiques qui sont rapportées par une enquête exclusive, un format de 12 minutes, publié par la rédaction de Sénégal 221. Mhm. L'objectif, c'est d'offrir une lecture claire de la mécanique politique décrite par cette source, sans cautionner aucune position, ni d'un côté ni de l'autre. D'accord, déballons tout ça. Je suis prêt. Cette enquête, elle est d'ailleurs fascinante parce qu'elle documente très méticuleusement les stratégies divergentes, et désormais on peut le dire rivales, de ces deux leaders pour la prochaine grande échéance, l'élection présidentielle de 2029. Et cette rivalité, elle prend racine dès les tout premiers jours du mandat, en fait. Ouais, l'article de Sénégal 221 montre bien comment le passage de l'opposition radicale au pouvoir institutionnel a créé un véritable choc des postures. Le président Diomaye Faye, une fois installé au palais, a dû revêtir le costume du chef d'État. Le costume institutionnel. C'est ça. Il est devenu celui qui doit chercher le consensus, rassurer les partenaires étrangers, calmer les marchés internationaux. Alors que de son côté, le Premier ministre Sonko, lui, est resté très ancré dans cette rhétorique militante. Très souverainiste, oui. Exactement, la rhétorique de leur parti d'origine, le PASTEF. En lisant la source, une analogie m'est venue à l'esprit. C'est un peu comme une start-up ultra disruptive qui finit par entrer en bourse, quoi. Ah, c'est une excellente image. Sonko, ce serait le fondateur visionnaire et fougueux qui veut continuer à casser tous les codes, à maintenir la culture rebelle. Et Diomaye, ce serait le nouveau PDG, celui qu'on a nommé pour rassurer le conseil d'administration et les gros actionnaires. L'analogie de la start-up, elle illustre parfaitement cette dynamique. Le dirigeant institutionnel devient le garant de la stabilité, pendant que le chef politique, lui, il continue de répondre aux exigences d'une base militante qui a combattu le système pendant des années et qui réclame des actions de rupture immédiates. Et forcément, ça coince. Inévitablement. Cette asymétrie, elle engendre des frictions opérationnelles très concrètes. La source rapporte d'ailleurs un événement très spécifique survenu fin 2025. Ah oui, l'incident déclencheur. Voilà, cet événement marque une vraie rupture publique. Le chef de l'État prend une décision exécutive, il limoge une coordinatrice au sein de leur propre coalition. Une décision présidentielle classique, en somme. Sur le papier, oui, sauf qu'immédiatement, le bureau politique du parti PASTEF, qui est sous la direction directe du Premier ministre, publie un communiqué officiel pour désavouer la décision présidentielle. C'est institutionnellement vertigineux quand on y pense, hein. C'est du jamais vu. Le propre parti du président, qui est dirigé par son chef du gouvernement, affirme ouvertement que le chef de l'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes de leur alliance. C'est un recadrage public frontal. Et la rédaction de Sénégal 221 utilise un terme très fort pour décrire ça. Ce qui est fascinant ici, c'est ce qu'ils appellent un bicéphalisme de fait. Un exécutif à deux têtes. Exactement. Sur le papier, la constitution sénégalaise donne la signature et le pouvoir légal au président de la République. Mais dans les faits, le capital politique, la ferveur populaire et la machine militante, tout ça c'est entre les mains du Premier ministre. Ce qui est une équation hyper dangereuse. Et pour bien faire comprendre à quel point c'est risqué, la source fait un parallèle historique direct avec une crise très traumatisante pour le pays, celle de décembre 1962. L'histoire a cette fâcheuse tendance à bégayer, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Le parallèle avec 1962, c'est vraiment l'une des clés de lecture les plus pertinentes de cette enquête.
À l'époque, le jeune État sénégalais expérimentait un exécutif bicéphale, qui rappelle étrangement la configuration d'aujourd'hui. Oui, on avait d'un côté le président Léopold Sédar Senghor. L'homme de lettres, le modéré. Voilà. Il jouait la carte de la diplomatie, il cherchait à maintenir des liens rassurants avec l'ancienne métropole, avec les partenaires internationaux, un peu la posture que Diomaye Faye est contraint d'adopter aujourd'hui finalement. Tout à fait. Et de l'autre côté, on avait le président du Conseil, Mamadou Dia. Lui, il avait la main sur la politique intérieure et il poussait pour une rupture totale, une transition vers un socialisme radical. Une position intransigeante. Exactement, une ligne qui fait totalement écho à la posture souverainiste incarnée par Ousmane Sonko en ce moment. Et cette divergence fondamentale de vision en 62, elle a conduit à une paralysie totale de l'appareil d'État, puis à une collision frontale. L'issue a été politiquement tragique, puisque Mamadou Dia a été accusé de tentative de coup d'État et a fini emprisonné. Un vrai traumatisme politique. Absolument. Ce que souligne l'article en exhumant ce fantôme de 1962, c'est l'extrême volatilité d'un système, où la légitimité institutionnelle et la légitimité populaire tirent dans deux directions idéologiques totalement opposées. Maintenir un tel équilibre, c'est presque impossible sur le long terme. Et le pire, c'est que cette opposition idéologique, elle ne se joue pas seulement dans les communiqués de presse ou les couloirs du palais. Non, ça va bien plus loin. Elle frappe de plein fouet l'économie nationale. L'enquête consacre d'ailleurs une très large part à ce terrain miné, les finances publiques et, surtout, la relation avec le Fonds monétaire international, le FMI. Le nerf de la guerre. Dès son accession au pouvoir, le gouvernement dirigé par Sonko décide de tenir sa grande promesse, la reddition des comptes. Des audits massifs sont lancés sur la gestion de l'administration précédente. Et là, c'est la douche froide. Un séisme. Les résultats tombent et le gouvernement annonce que l'administration sortante aurait dissimulé, tenez-vous bien, plus de 11 milliards de dollars de dettes. 11 milliards, oui. En voulant jouer la carte de la transparence absolue pour exposer les failles de l'ancien régime, ils ont déclenché une panique immédiate sur les marchés internationaux. Il faut bien comprendre la mécanique financière derrière cette annonce. Sur le papier, faire un audit, prôner la transparence fiscale, c'est une excellente initiative en matière de gouvernance. C'est même ce qu'on attend d'une démocratie saine. Exactement. Seulement voilà, les marchés financiers et les créanciers institutionnels ont une aversion absolue pour l'incertitude. Ils détestent les mauvaises surprises. Plus que tout, quand un gouvernement annonce soudainement que les registres comptables de l'État étaient faux et qu'il manque 11 milliards de dollars, la réaction est brutale. Les agences de notation dégradent la note du pays. Directement. Et les rendements des obligations souveraines explosent, tout simplement parce que le risque perçu devient énorme. C'est vraiment le paradoxe de la transparence. Faire la chose moralement juste a provoqué une crise de confiance foudroyante. Et la conséquence rapportée par la source de Sénégal 221, elle ne s'est pas fait attendre. Le couperet est tombé. Dès 2024, le FMI décide de sanctionner cette opacité comptable passée qui est maintenant révélée au grand jour en gelant purement et simplement un programme de financement vital. On parle de 1,8 milliard de dollars destinés au Sénégal. Une somme colossale pour le budget de l'État. Et c'est là, précisément là, que le piège du bicéphalisme se referme sur l'exécutif. Pour le président Diomaye Faye, ce gel, il est intenable. Il ne peut pas gouverner sans cet argent. L'État a un besoin urgent de ces liquidités pour financer les programmes sociaux, les infrastructures, même le fonctionnement basique des services publics. Donc, le président est forcé d'adopter une orthodoxie budgétaire extrêmement stricte. Il doit accepter les conditions des bailleurs de fonds pour restaurer la confiance et débloquer cet argent. Sauf que de l'autre côté, le Premier ministre Sonko refuse catégoriquement de plier. L'article indique clairement qu'il s'oppose à toute concession qui s'apparenterait, selon lui, à un renoncement à la souveraineté économique du pays. il va même très loin dans la confrontation. Oui, il menace de quitter le navire gouvernemental si la ligne dictée par les institutions de Bretton Woods l'emporte sur l'agenda souverainiste de son parti. Nous sommes vraiment au cœur du dilemme là. Le chef de l'État doit impérativement sauver la signature et la viabilité financière de la République. Tandis que le chef du gouvernement, lui, il veut préserver l'intégrité idéologique de son mouvement. C'est le choc des légitimités dont on parlait. Exactement. Et l'article insiste lourdement sur un point. Ce bras de fer, ce n'est pas qu'une simple querelle d'experts comptables en costume. Non, l'impact est très concret pour notre audience qui s'intéresse aux répercussions sociales. Ce gel de 1,8 milliard de dollars se répercute violemment sur le quotidien de la population.
Absolument. On parle de chantiers d'infrastructures qui sont soudainement mis à l'arrêt, faute de paiement. On parle d'investissements publics totalement gelés. Ce qui retarde massivement la création d'emplois. Et ça, c'est dramatique, surtout pour une jeunesse qui faisait justement de l'emploi sa revendication numéro 1 lors de l'élection de 2024. Et par effet domino, tout ça contribue à l'augmentation du coût de la vie au Sénégal. La réalité du terrain rattrape les discours. Voilà, cette guerre de positionnement au sommet de l'État, elle se paie au prix fort dans l'économie réelle. Et cette pression économique suffocante ne laisse pas vraiment le choix au président. Il est au pied du mur. Il doit réagir. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article de Sénégal 221 souligne que c'est ce contexte précis qui déclenche sa propre stratégie pour la prochaine échéance électorale, l'objectif 2029. Face à un parti PASTEF qui contrôle la base militante et un Premier ministre qui agite la menace d'une démission, Bassirou Diomaye Faye acte la nécessité absolue de son émancipation politique. Il doit couper le cordon. Voilà. L'enquête identifie une date de bascule très précise, le samedi 7 mars 2026. Une date clé. Ce jour-là, à Dakar, le président de la République lance officiellement sa propre coalition politique. Et elle est judicieusement baptisée Diomaye Président. Le message est clair. C'est un mouvement stratégique majeur. Il crée son propre appareil, totalement distinct et indépendant du PASTEF de Sonko. Et la source cite d'ailleurs un membre très influent de cette toute nouvelle coalition, l'avocat maître Abdoulaye Tine. Sa déclaration résume parfaitement la logique derrière cette scission. Il affirme, et je cite, « Une coalition de conquête n'est pas une coalition d'exercice ». C'est une formulation analytique brillante. Très pointue, oui. Ça revient à dire que la machine de guerre électorale qui était le PASTEF, qui a été forgée dans l'opposition, dans la confrontation de rue pour faire tomber l'ancien système, cette machine n'est tout simplement plus l'outil adéquat pour gouverner. On ne gère pas un pays et des négociations avec le FMI avec des slogans de manifestation. Exactement. Le président estime qu'il a besoin d'un bouclier politique adapté à l'exercice réel du pouvoir. Et ce bouclier lui sert également de rampe de lancement, en fait. Ah oui, c'est double emploi. En construisant cette coalition Diomaye Président, il prépare l'évidence la consolidation de son mandat et, par extension naturelle, la préparation de sa propre succession à la tête de l'État pour 2029. Et cette prise de distance, elle n'est pas seulement structurelle ou cachée dans les statuts d'un parti, elle s'exprime aussi de manière très, très froide sur le plan rhétorique. On pense au fameux épisode d'une Dogu. Oui, l'anecdote d'une Dogu présidentielle rapportée dans l'article. Elle est particulièrement glaçante. Pour contextualiser rapidement pour notre audience internationale, un Dogu, c'est le repas traditionnel de rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Un moment de partage, normalement. Exactement. Au Sénégal, c'est très souvent l'occasion d'échanges politiques un peu informels, dans un cadre censé être fraternel et détendu. Sauf que là, lors de ce Ndogu en février 2026, le président est interpellé par des députés sur les tensions avec son Premier ministre. Et Bassirou Diomaye Faye lâche cette phrase lourde de conséquences. La candidature de Sonko en 2029 ne m'engage pas. Le point de rupture assumé. Quand on rembobine un instant et qu'on repense au slogan de mars 2024, Diomaye et Sonko, entendre le président affirmer que l'avenir politique de son mentor ne l'engage plus, ça prouve que le point de non-retour va être franchi. C'est indéniable. Si l'on synthétise la stratégie de Diomaye Faye pour 2029, telle que l'a décrit l'enquête, elle repose entièrement sur l'institutionnalisation. Le pragmatisme. Voilà. Il se positionne comme l'homme d'État pragmatique, celui qui garantit la stabilité, qui rétablit la confiance avec la communauté internationale et les fameux bailleurs de fonds. En se dotant de sa propre machine politique, il se pose en candidat naturel et légitime pour poursuivre l'action qu'il a lui-même initiée. C'est une stratégie très claire, mais elle se heurte de plein fouet à l'ambition toujours intacte d'Ousmane Sonko. L'éléphant dans la pièce. Et de président. Il en a été écarté en 2024, il faut s'en souvenir. Oui, lors du dernier scrutin, il a été bloqué par de multiples condamnations judiciaires. C'est d'ailleurs ce qui l'a forcé à propulser son lieutenant Diomaye Faye comme candidat de substitution, le fameux plan B. Mais pour Sonko, le scrutin de 2029 n'est pas juste une option, c'est un rendez-vous incontournable. Sauf que le chemin vers cette candidature est loin, très loin d'être dégagé. Le flou juridique persiste. L'enquête de Sénégal 221 consacre une analyse très approfondie à ce terrain juridique
qui s'apparente, pour être honnête, à un véritable champ de mine. C'est complexe. On pourrait penser que la loi d'amnistie, celle qui a été votée en mars 2024, juste avant l'élection, avait définitivement effacé l'ardoise judiciaire de Sonko. C'est ce que beaucoup ont cru. Mais les constitutionnalistes qui sont cités par la source expliquent que la réalité du droit sénégalais est beaucoup plus retorse. Oui, il y a une distinction fondamentale en droit qu'il faut bien saisir ici. Pour ceux qui nous écoutent, effacer une peine pour permettre à quelqu'un de sortir de prison, ça ne signifie pas automatiquement effacer la condamnation initiale qui figure au casier judiciaire. Et c'est cette condamnation qui entraîne la privation des droits civiques et politiques. C'est précisément sur cette nuance que le débat fait rage. L'article mentionne que la Cour suprême a rendu, dans le courant de l'année 2025, une série d'arrêts que les observateurs qualifient de très ambigus. Des arrêts qui ne tranchent pas clairement la question de l'amnistie. Voilà. Concrètement, ça veut dire que, sur le papier, l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour 2029 n'est absolument pas garantie. L'incertitude plane toujours. C'est une épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. Et cette incertitude judiciaire, quand on la combine à l'émancipation politique de plus en plus visible du président, ça pousse Ousmane Sonko à adopter une stratégie de riposte extrêmement agressive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Fidèle à la méthode qui a fait son succès historique, il choisit l'offensive. La source relate d'ailleurs un événement clé pour illustrer ça. Un immense rassemblement politique organisé au Grand Théâtre de Dakar. Un vrai show de force. Face à une salle totalement acquise à sa cause, galvanisant sa base militante, le Premier ministre lance un défi direct aux institutions. Il déclare « Rien ne peut m'empêcher d'être candidat ». C'est une déclaration de guerre politique ouverte, assumée. Absolument. Si on décortique un peu la stratégie d'Ousmane Sonko pour 2029, on observe un numéro d'équilibriste assez spectaculaire. Il arrive à maintenir une posture farouche d'opposant au système avec un discours de rupture radicale, alors même, et c'est ça le paradoxe, alors même qu'il est à la tête du gouvernement et qu'il gère l'administration tous les jours. C'est le fameux pied dedans, pied dehors. C'est ça. Il s'appuie sur une communication directe, souvent très offensive, en contournant les canaux institutionnels classiques pour s'adresser directement à la population via les réseaux sociaux. Il maîtrise ça à la perfection. De mobiliser les masses dans la rue à tout moment. L'article de Sénégal 221 propose d'ailleurs un tableau comparatif très instructif à ce sujet. Ça résume parfaitement cette fracture au sommet de l'État sur quasiment tous les critères. Les deux visions s'opposent sur tout. C'est ça. Sur la relation avec le FMI et les marchés financiers, Diomaye prône l'orthodoxie pour rétablir la confiance. Sonko exige la souveraineté quitte au clash. Sur le style de communication, mesuré et calibré d'un côté, direct et clivant de l'autre. Sur l'appareil politique, une nouvelle coalition consensuelle pour le président contre un parti militant forgé dans la lutte pour le Premier ministre. On a véritablement deux visions de l'État qui s'affrontent au sein même de l'exécutif. C'est inédit. Alors, quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces éléments, la pression économique avec les audits de la dette, la création de la coalition Diomaye président, l'ambiguïté autour de l'amnistie, les démonstrations de force de Sonko, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Le constat est saisissant. Ce que nous enseigne vraiment cette plongée au cœur de nos sources, c'est le délitement inéluctable d'une fraternité politique sous le poids écrasant de la réelle politique. Le pouvoir abîme les alliances. Toujours. L'exercice du pouvoir tolère rarement la fusion idéologique sur le long terme. Nous assistons en fait à une course de vitesse lancée vers 2029 entre deux figures qui ne partagent manifestement plus la même définition de ce que doit être l'action de l'État. D'un côté, un président devenu le protecteur des institutions et de la stabilité macroéconomique. Et de l'autre, un Premier ministre qui se perçoit toujours comme le moteur de la rupture anti-système, impatient de conquérir ce fauteuil suprême qui lui a échappé en 2024. L'idéal du Diomaye et Sonko s'est métamorphosé en un implacable Diomaye face à Sonko. C'est l'essence même de la dynamique politique actuelle décrite par l'enquête. Cependant, en prolongeant l'analyse des faits économiques qu'on a évoqués, cela soulève une question importante, une question cruciale pour l'avenir du pays. Laquelle ? Nous avons largement détaillé comment le gel de ces fameux 1,8 milliard de dollars par le FMI, qui est la conséquence directe de la gestion politique de la dette, paralyse les investissements publics. Avec les conséquences désastreuses qu'on a vues sur l'emploi. Voilà. Cette paralysie retarde la création d'emplois et aggrave le coût de la vie au quotidien. Or, il ne faut jamais oublier une chose.
La jeunesse sénégalaise a été le véritable moteur, l'énergie vitale qui a permis leur victoire conjointe en 2024. C'est eux qui les ont portés au pouvoir. Exactement. Alors si cette guerre d'usure et de positionnement entre le palais présidentiel et la primature continue d'asphyxier l'économie du pays au cours des prochaines années, une éventualité assez vertigineuse se dessine. Un retour de bâton? Précisément. D'ici 2029, cette même jeunesse ne risque-t-elle pas de se sentir profondément trahie par cette paralysie au sommet? C'est un risque énorme. Face à un président focalisé sur le cadre institutionnel et un Premier ministre enfermé dans une posture de confrontation souverainiste, l'électorat ne pourrait-il pas décider de rejeter ces deux leaders dos à dos Pour chercher une alternative? pour se tourner vers l'émergence d'une toute nouvelle figure anti-système, quelqu'un qui ne serait ni Diomaye ni Sonko? C'est une perspective historique fascinante. Et c'est clair que les prochaines années se chargeront de nous l'éclaircir. C'est en tout cas une excellente réflexion que nous laissons, bien sûr, à l'appréciation de ceux qui nous écoutent aujourd'hui.